Et si notre ADN cachait un code secret? Un code qui pourrait en fait complètement changer notre vision du cancer. C'est une question fascinante, vraiment à la croisée des chemins entre la biologie et les maths. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, d'habitude, quand on pense à l'ADN, on imagine un alphabet, A, T, C, G, un long collier de lettres. Mais imaginez une seconde que ce ne soit pas juste une suite de lettres un peu au hasard. Et s'il y avait une grammaire cachée, un principe directeur universel? C'est ce mystère qu'on va essayer de déchiffrer. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. On va commencer par explorer cette idée, qui peut paraître un peu folle au premier abord, l'idée qu'un grand principe unificateur serait caché, là, au plus profond de notre code génétique. Alors là, l'hypothèse est pour le moins audacieuse. Elle suggère qu'une seule constante mathématique, oui, une seule, et pas n'importe laquelle, le fameux nombre d'or, serait la clé pour tout comprendre, l'architecture entière de notre génome. C'est une idée, eh bien, si elle s'avère juste, les implications seraient absolument énormes. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ce principe mathématique se traduirait dans notre ADN? Eh bien, la théorie lui donne un nom, l'optimum du génome humain. L'optimum du génome humain, ou OGH, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est assez simple. C'est un ratio. On prend toutes les bases C et G, on les additionne, et on divise ça par le total des bases T et A. Et la théorie, elle, postule qu'il existerait un ratio idéal, une sorte de norme magnétique biologique, si on veut. Une valeur parfaite vers laquelle notre génome chercherait constamment à tendre au fil de l'évolution. Et ce qui est fou, c'est que les données semblent aller dans ce sens. Selon l'étude, si on compare le génome de l'homme de Néandertal, puis celui de l'Homo sapiens, et enfin des versions plus récentes de notre propre génome, eh bien on voit une tendance très claire. Le ratio global se rapproche petit à petit de cette fameuse valeur théorique, de cet attracteur idéal. Et ce nombre, le voilà. Ce chiffre un peu magique, c'est le point d'équilibre théorique. Il est calculé comme ça. 3 moins le nombre d'or, le tout divisé par 2. Un simple chiffre, mais qui, d'après cette théorie, serait rien de moins qu'une constante fondamentale de notre biologie. Mais ce n'est pas tout. Ce nombre ne se contente pas de fixer un objectif global pour l'ensemble du génome. Non, la théorie va plus loin. Elle suggère qu'il sert aussi de maître étalon, si on veut, pour classer nos chromosomes dans une hiérarchie bien précise. Et là, on touche au cœur du principe. C'est simple. On refait le même calcul, ce fameux ratio CG sur TA, mais cette fois-ci, chromosome par chromosome. Ceux qui sont en dessous de l'optimum, on les appelle les chromosomes en amont. Et ceux qui sont au-dessus, ce sont les chromosomes en aval. Retenez bien ça, parce que cette distinction est absolument fondamentale pour tout ce qui va suivre. Allez, pour que ce soit bien concret, regardons quelques exemples tirés de l'étude. Prenez le chromosome 4, son ratio est de 0,61. Il est donc bien en amont, bien en dessous du point idéal. À l'opposé, on a le chromosome 19. Lui, il est à 0,92. On est clairement en aval. En fait, chaque chromosome trouve sa place quelque part sur ce grand spectre. Alors pourquoi insister autant sur cette hiérarchie? Pourquoi est-ce si important? Eh bien parce que c'est ça qui nous amène à une conclusion, pour le coup, assez stupéfiante. L'idée qu'il existerait une sorte de loi universelle régissant les mutations génétiques dans le cancer. Et cette loi est presque d'une simplicité déconcertante. C'est ça. Si une délétion, donc un bout d'ADN en moins, se produit sur un chromosome en amont, alors le ratio global du génome se dégrade. Il s'éloigne de l'optimum. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, si cette même délétion arrive sur un chromosome en aval, alors le ratio global, lui, s'en rapproche. Il s'améliore, en tout cas d'un point de vue purement mathématique. Et là, accrochez-vous bien aux chiffres. Sur 240 cas de délétions liées au cancer qui ont été analysés, la loi a fonctionné 227 fois. Ça fait un taux de réussite de presque 95%. À ce stade, on ne parle plus de coïncidence, on parle d'une tendance statistique extrêmement forte. Mais attention, c'est précisément ici que toute la théorie devient vraiment troublante. Parce que cette amélioration mathématique du génome, ce rapprochement de la perfection, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pas du tout. C'est même tout l'inverse. Et c'est ça la question qui tue. On pourrait penser logiquement qu'un génome qui se rapproche de son optimum devrait être en meilleure santé, non? Plus stable. Eh bien les données, elles, semblent montrer exactement le contraire. Regardons un cas concret. Le neuroblastome, un cancer qui touche les enfants. Les barres en bleu foncé, là, représentent les tumeurs les plus virulentes. Et ce qu'on voit, c'est limpide. L'amélioration de cette OGH est beaucoup plus marquée pour ces tumeurs mortelles. C'est un paradoxe terrible. Plus le génome devient parfait sur le papier, plus le cancer est agressif. Et cette citation, tirée de l'article original, résume tout. Je cite «
On comprend donc bien que le mécanisme de la pathogénicité invasive d'une tumeur vient du fait que son génome est plus optimal que celui d'une cellule saine. C'est dingue! L'agressivité de la tumeur viendrait de sa perfection mathématique. La cellule cancéreuse, en se rapprochant de l'optimum, deviendrait une version plus efficace, certes, mais une version dangereusement efficace de la cellule saine. Au final, cette théorie nous laisse avec une idée absolument vertigineuse. Le cancer, qu'on a toujours vu comme le symbole du chaos biologique, du désordre, suivrait en réalité une loi mathématique d'une précision redoutable. Ça remet en question énormément de choses sur notre vision de la biologie. Et ça ouvre une question immense. Quels autres codes secrets, quelles autres lois mathématiques attendant encore d'être découvertes au plus profond du vivant? La question est posée et elle est absolument fascinante.